Yarana et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Quand tu as un petit creux et que tu n'as pas envie de bouger, comment tu fais ? Tu fais très certainement appel à un livreur. De Tahiti à Paris en passant par Los Angeles, ils sont les chevilles ouvrières de l'industrie de la restauration et les messagers de nos estomacs. Ces livreurs, jusque très récemment, étaient spécifiques à un restaurant à Tahiti, mais ils ont désormais la possibilité d'être multicartes et de permettre à chacun d'entre nous de satisfaire ses envies de saveur et de gastronomie, et même bien plus que cela, grâce à Foodies, l'entreprise créée par Cédric Chan, que nous avons rencontré pour cet épisode. Sans plus attendre, je te laisse donc découvrir cette conversation avec Cédric sur le projet Foodies, son parcours d'entrepreneur et ses projets d'avenir. Cédric Yarana. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir pour ce nouvel épisode des Pacific Buzz dans tes beaux bureaux assez récents, hein, oui. C'est ça? Depuis quand vous êtes Oui, c'est ça. Alors, on a emménagé dedans depuis septembre 2021, donc depuis la fin de l'année dernière. Voilà, donc 7 mois à peu près, quoi, 7-8 mois. Je crois, oui. Ça passe tellement vite qu'on se rend pas. Alors, est-ce que justement pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu de vos locaux, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il y a dedans, qui travaille Oui, bien sûr. On a une surface assez basique, on va dire. Hein. C'est un carré avec un petit bocal dans lequel on enregistre justement ce podcast pour le coup. Ça fait un beau studio d'enregistrement pour le coup. C'est ça, ouais. On voulait ce petit local justement pour que des gens de l'équipe qui veuillent avoir un peu de privacy, un espace un peu plus personnel où ils peuvent travailler tranquillement ou passer des appels, puissent le faire. Et puis pour le coup, ça se prête très bien à l'enregistrement. Donc voilà, ces bureaux, après, ce qu'on aime bien, c'est qu'ils sont hyper lumineux pour le coup. Ils sont bien centrales, ce qui était très important pour nous justement, parce que c'est un espace d'accueil avant tout. C'est l'espace justement où on rencontre tous nos partenaires, que ce soit des commerçants et surtout nos livreurs partenaires. Et on voulait quelque chose qui soit central pour que tout le monde puisse y accéder facilement. D'accord, effectivement, c'est très lumineux, c'est très agréable d'y être. Alors, donc Cédric, tu es le fondateur, le créateur de Foodies. Oui, c'est ça. En fait, on est deux sur Foodies. Disons que c'est moi qui a commencé l'aventure au tout début, et puis très vite, j'ai été rejoint par mon associé Pierre Hugo, pour le coup, que j'ai rencontré via l'incubateur Prism. Effectivement, parce que tu étais dans la promo 4. Promo 4, c'est ça. Ouais, effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à faire Foodies? Quel est ton parcours originel? Comment t'en es arrivé là où tu à ce que tu fais aujourd'hui? Bien sûr. Après, je pense que comme tout entrepreneur, tout part d'une idée. Et en l'occurrence, beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas, ont des idées à foison. Et c'était un petit peu ce qui m'arrivait, quoi. Moi, je ne suis pas du tout du milieu entrepreneurial à la base. Je suis ostéopathe, donc du milieu médical. Mais tout au long de mon activité d'ostéopathe, il y a toujours eu des moments où je me disais, tiens, il y a telle ou telle idée qui n'a pas été encore développée en Polynésie ou qui mérite d'être développée. Et puis voilà. Donc, globalement, il y a eu pas mal d'idées pendant un bout de temps jusqu'à ce que Foodies arrive, tout simplement. Et pourquoi Foodies? Parce que ça vient d'un besoin que j'avais à la base, tout simplement. Où, comme beaucoup de professionnels santé, j'avais un rythme assez effréné, avec des horaires très étendus, et du coup, une problématique qui était que lorsque je rentrais chez moi, je ne voulais pas m'embêter justement à trouver quoi manger ou à préparer à manger. Donc c'est un petit peu de là qu'est venue l'idée justement, où en rentrant chez moi, je voyais justement pas mal de nouveaux établissements qui se montaient. Et je me suis dit, pourquoi pas connecter les deux, justement. Faciliter l'accès des gens à de la bonne nourriture, et puis justement développer un autre canal de vente pour ces restaurateurs. Bon, c'est pas un concept qui est... j'ai pas réinventé la roue, on va dire, j'ai transposé un concept qui existait déjà en métropole, pour le coup, et je l'ai adapté au contexte local. D'accord. Alors, tu nous disais, donc c'est une idée que tu as eue comme ça, entre deux manipulations de colonne vertébrale, on va dire. Mais est-ce que être entrepreneur, c'est quelque chose que tu as toujours imaginé depuis petit, on va dire? Est-ce que c'était un rêve ou c'est vraiment c'est venu un peu par hasard comme ça? Pas du tout, en fait. Je pense que c'est un peu comme beaucoup de jeunes
je ne sais pas si c'est particulièrement en Polynésie ou si c'est un petit peu généralisé, mais voilà, je me suis engagé moi dans le milieu médical parce que je voulais avoir un métier avec du sens. Je savais que je voulais aider justement des personnes globalement. Et puis voilà, après, disons que entre tout l'éventail des professions médicales, je me suis orienté vers l'ostéopathie parce qu'il y avait quand même beaucoup de, on va pas dire de mysticisme autour, mais c'était vraiment, ce qui me plaisait, c'était adapter un traitement en fonction de chaque individu, tout simplement. Ce qui rejoint un petit peu les nouveaux courants de médecine actuellement, qu'on appelle médecine intégrative, on va dire, où on prend une pathologie, on essaie de voir tout ce qu'il y a autour, non pas que la pathologie, mais voilà, les habitudes de vie de la personne, les habitudes familiales, psychologiques ou autres, pour traiter la personne dans son ensemble. D'accord. C'était un petit peu ça qui m'a amené vers là. Sans pour autant avoir vraiment une réflexion très profonde sur ce que je voulais faire, ce qu'allait être ma vie. C'est parti juste de oui, ça a l'air sympa de faire telle ou telle chose, et puis je vais m'engager dedans. C'est un bon métier, donc pourquoi pas. C'est ça. Et après, je pense que comme beaucoup de monde, tu t'engages dans quelque chose, tu es content justement, mais vient un moment où tout est une question d'habitude, de dose, de routine. Et en l'occurrence, je sentais qu'avec ce métier qui me plaisait beaucoup, je sentais qu'au bout d'un moment, je tournais entre guillemets un petit peu en rond. Je revenais un peu sur les mêmes schémas. J'avais l'impression de faire un petit peu tout le temps les mêmes choses. Et je pense que c'est pour ça que mon esprit a commencé à s'évader un petit peu. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, 100% sur Foodies. C'est ça. J'ai lâché mon cabinet d'ostéopathie en fin d'année dernière pour le coup, pour me consacrer à plein temps. D'accord. Mais au début, tu as fait les deux en parallèle. Ça s'est passé comment cette phase-là? Ça s'est passé. Il a fallu que ça se passe. C'est ça. C'est vrai que c'était une période hyper intense pour le coup, parce que oui, je devais combiner deux activités. Et disons que oui, voilà, au bout d'un moment, l'activité Foodies étant un petit peu embryonnaire, ça a tenu, on va dire, jusqu'à un moment où je me suis dit je ne peux pas continuer comme ça sans sacrifier soit la bonne qualité de mes soins au niveau ostéopathique ou me couper des opportunités, des ponts ou autres. C'est pas comme si tu étais dans un bureau où tu peux faire ton boulot en même temps, mais c'est pas bien fait, c'est pas trop grave, alors que là tu as quand même des passions en jeu. C'est ça. Et ça a toujours été en gros ce qui me retenait, je vais pas dire le frein ou autre, mais oui, ça a été un petit peu la ligne directrice. Tant que je pouvais assurer les deux métiers de façon plus ou moins correcte de ma part, je me maintenais comme ça. Alors on reviendra sur cette phase de transition dans un moment, mais juste pour terminer sur ta présentation et celle de l'entreprise. Donc aujourd'hui tu gères l'entreprise à 100%, donc avec ton associé. Il y a d'autres personnes dans l'équipe, vous êtes combien? Comment ça tourne au quotidien? Actuellement, on peut compter 6 salariés dans l'équipe. Je crois qu'en tout, avec les différents stagiaires, on est 8 actuellement. D'accord. On est une équipe de 8 personnes, c'est ça. Et puis on est en partenariat avec plus de 150 restaurants actuellement et en partenariat également avec une centaine de livreurs. Centaines de livreurs, ça fait du monde. Ça fait du monde, oui. Mais étant donné que dans l'organisation, en fait, ils sont vraiment libres de travailler quand ils veulent. Ils ont des créneaux de livraison qu'on propose et où ils s'inscrivent justement. Et d'où le fait qu'il faille une masse un petit peu plus importante de livreurs parce qu'ils travaillent vraiment à la carte. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le système Foodies, sans nous révéler quoi que ce soit de confidentiel, mais quel est le modèle de base, comment ça fonctionne justement avec les livreurs, avec les restaurateurs, etc., tout cet écosystème finalement que tu as créé, comment tu coordonnes tout ça? Alors c'est un système de plateforme, comme ce qui existe en métropole, où justement on met en relation des restaurants, des livreurs et puis des consommateurs. Tout ça dans le but de faciliter justement les différents flux et pour que le résultat final soit un client qui puisse commander dans le restaurant de son choix justement et de se faire livrer soit directement chez lui, soit au bureau. D'accord. Donc on a un rôle d'intermédiaire et de connecteur entre ces
ces différents acteurs. D'accord. Donc la plateforme héberge les menus des restaurants. Exactement. Et ensuite, la plateforme met en relation avec un livreur. Le livreur, lui, il est quoi? Il est indépendant, il est patenté. C'est ça. Il est patenté justement parce que c'est un modèle qui n'existait pas jusqu'à maintenant ici, tout simplement. C'est du... il travaille vraiment quand il veut, quoi, tout simplement. Comme je disais, voilà, le modèle, c'est qu'on propose des créneaux de livraison, justement, le midi et le soir. Après, c'est des indépendants qui ont tout type d'activité, justement. C'est ça qui est beau, justement, c'est qu'on y viendra un peu plus tard, comme on s'est lancé durant le confinement. Et on a été confronté, justement, à beaucoup de monde qui ont eu une activité dégradée ou très peu d'activité, ce qui fait qu'on a pu connaître vraiment des gens de toutes les couleurs. Et puis voilà, ce qui fait que globalement ça marche très bien dans le sens où ils peuvent vraiment combiner leur activité et meubler justement les temps qu'ils ont un petit peu à vide, où ils ont un peu moins d'activité, et la compléter par justement de l'activité de livraison sur Foodies. D'accord. Alors on avait eu l'occasion d'en parler sur notre autre podcast Pacific Way, mais c'est une forme de gig economy, mais un peu meilleure que la gig economy qu'on peut connaître quand même, notamment aux États-Unis, où là c'est vraiment, il n'y a pas de filet de sécurité, eux ils sont quand même enregistrés, ils ont les cotisations RNS, ça pour vous c'est important ça? Oui, bien sûr, c'est ça. Globalement, on voulait transposer un modèle qui existait à l'étranger, mais avec des valeurs bien locales, tout simplement. D'où le fait qu'on parle souvent après de tarification uniquement à la course et tout ce que ça implique. Nous, on a été vraiment attachés à valoriser justement le temps où ils sont engagés sur les différents créneaux pour que quand il y a des conditions qui ne dépendent pas d'eux, tout simplement, s'il n'y a pas de commande, s'il y a un temps un peu plus étendu d'attente au restaurant ou autre, qu'ils aient quand même quelque chose justement pour ce temps. Ça, c'est couvert, tout ça. C'est couvert pour... Exactement. D'accord. Et donc ça, c'est vous qui intégrez du coup dans le prix Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose qui a été toujours consultatif derrière. En fait, on a à chaque nouvelle évolution, on consulte justement la communauté, on soumet ça au vote, et puis après, en fonction des retours que l'on a, on le fait. Donc c'est très collaboratif, et vous, au final, vous êtes vraiment cette espèce de trait d'union entre tous ces intérêts, clients, restaurants, livreurs, et vous fluidifiez un peu tout ça. Oui, c'est ça. Nous, notre rôle, c'est un rôle de facilitateur, tout simplement. D'accord. Super intéressant. Écoute, on va faire une pause très rapide, et on va s'intéresser un peu plus à ton parcours d'entrepreneur dans un instant. Ça marche. Et nous sommes de retour toujours dans les locaux de Foodies en compagnie de Cédric, donc le fondateur de l'entreprise. Donc Cédric, tu nous décrivais tout à l'heure ton parcours personnel et ce bond que tu as fait dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça fait aujourd'hui combien d'années du coup que tu t'es lancé dans Foodies En fait, oui, la structure a été créée en 2019, mais on a vraiment lancé le service en mars 2020. D'accord. Pour le coup, à l'occasion du premier confinement en Polynésie. Alors justement, avant de rentrer plus dans des questions personnelles, comment ça s'est passé justement de lancer une entreprise pendant une pandémie mondiale? C'est quand même pas donné à tout le monde d'avoir cette expérience. C'est ça. Comment ça s'est passé? Ça a été rock pour le coup. Et d'autant plus qu'en fait, comme je disais, j'ai eu 2 bébés en même temps parce que j'ai eu ma petite qui est née en février 2020 également. Donc voilà, il y a eu... 2 à jongler. C'est ça. Ça n'a pas fait des nuits très longues, ça? Ça n'a pas fait des nuits très longues et ça a été des journées très très courtes aussi. C'est ça. Et donc, c'est ça. Globalement, j'ai eu toute ma vie qui a été chamboulée, quoi. Entre une vie d'ostéopathe, je suis passé à une vie d'entrepreneur, papa en même temps, on va dire. Et globalement, je suis tout de même très content aussi qu'il y a eu ce confinement aussi, parce que ça m'a coupé, entre guillemets, de ce choix de faire soit de l'ostéopathie, soit justement de l'entrepreneuriat, et j'ai pu me consacrer au départ à 100% à cela. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est lancé justement durant le confinement? C'est qu'on voyait qu'il y avait très clairement un besoin avec des gens qui étaient coincés chez eux et qui ne pouvaient pas faire grand-chose justement, et puis on s'est dit que c'était la bonne occasion de leur apporter un petit peu de réconfort en facilitant justement cet accès à la bonne nourriture. D'autant plus qu'on voyait qu'il y avait des restaurateurs qui, l'un après l'autre,
fermaient parce qu'ils n'avaient plus de canal de distribution, tout simplement. Ouais. Donc vous avez vraiment, est-ce que vous avez eu des témoignages de restaurateurs ou de livreurs qui vous ont dit heureusement que vous étiez là parce qu'on a survécu? Oui, c'est ça. Après, ils ne nous l'ont pas dit très clairement, on va dire, hein, mais avec les différents échanges qu'on a eus, voilà, oui, en filigrane, il y a eu quand même. En tout cas, vous avez contribué à. Je pense à notre petite échelle, en tout cas, je pense. C'est valorisant quand on débute une entreprise de recevoir ce genre de. Très clairement. De retour. Ouais. Très clairement, et c'est ça, moi, ce qui me fait chaud au cœur, c'est que je vois qu'il y a des. Oui, c'est ça, des restaurateurs qui ont repris pleinement leur activité. Je vois aussi des livreurs qui sont plus, enfin des anciens livreurs qui sont plus partenaires avec nous, mais avec qui on discute justement souvent parce qu'ils ont repris à plein temps leur activité. Puis voilà, voir leur sourire et dire que justement, heureusement qu'il y avait Foodies à ce moment-là parce que j'en avais bien besoin, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Est-ce qu'ils sont clients maintenant du coup de ces anciens livreurs? C'est ça, ils sont clients justement, où des fois en fait on les retrouve à l'occasion de leurs différentes activités. Ouais. Il y en a typiquement qui étaient serveurs, qui avaient arrêté leur activité serveur et que je vois à l'occasion de sortie ou autre. D'autres qui étaient agents IMO, enfin il y a du tout. Il y en a même qui étaient PNC pour le coup, enfin personnel. D'accord. Vraiment une large variété de profils. C'est ça. D'accord. C'est ça. Alors, donc ça fait 3 ans maintenant que tu t'es lancé, donc avec cette expérience unique de la pandémie. Est-ce que tu peux nous dire du coup, au fil de ces quelques années, quelle a été ta meilleure leçon, la meilleure leçon que tu as apprise pour toi sur l'entrepreneuriat, sur la vie en général? Quelle a été la pire leçon que tu as apprise? Ok. La meilleure leçon, je pense que c'est plus tu passes de temps dans un projet, mieux c'est. Plus tu te donnes de chance d'y arriver. Et voilà, parce que j'ai bien vu en tout cas l'évolution qu'il y a eu entre le fait d'avoir me consacré par défaut, entre guillemets, pleinement à Foodies du fait du confinement, d'avoir à jongler entre l'activité d'ostéopathe et Foodies, danser un petit peu sur un pied, et puis après de repasser à plein temps justement sur Foodies. J'ai bien vu les évolutions en termes d'avancée, de disponibilité, d'idées ou autre, ce que ça donnait. Ouais. Et la pire leçon? La pire leçon, franchement, j'en ai pas. Là, actuellement, je peux pas. Ouais, alors des fois, une pire leçon, la pire difficulté peut-être, ou quelque chose vraiment qui. T'as découvert, tu t'y attendais pas. Je lis ça vraiment au temps après. Enfin, moi, ce que je retiens, c'est plus le temps derrière. Après, je vois pas d'autres pires leçons actuellement. Peut-être que ça viendra après. Je sais pas si tu pourras faire un cut. Non, il n'y a pas de souci. Après, peut-être tout simplement que tu n'as pas eu le ressenti de quelque chose de très difficile. C'est ça, Dieu m'en préserve. En tout cas, oui, c'est ça. C'est que j'ai pas ressenti, moi, sur mon parcours, qu'il y ait eu de grosses erreurs ou de choses comme ça, qui a fait que, voilà, qu'il y a quelque chose qui m'est marqué de manière indélébile. Tant mieux, d'un côté. Tant mieux. Je pense que ça arrivera en de ces quatre. Oui, pour le moment. Alors, revenons justement à ce que tu disais juste avant, sur la gestion du temps. Oui. Parce que j'imagine que certaines personnes ont dû te dire mais Cédric, t'es fou, t'es ostéo, t'as une super carrière, tu gagnes bien ta vie, t'as une famille. Comment s'est passée cette transition pour toi? Alors, pas forcément au moment de la création d'entreprise, mais vraiment de décider, terminé, j'arrête ma carrière d'ostéo, je passe à Foodies. Comment toi, t'as intégré ce choix, comment tu as procédé intellectuellement, et autour de toi, ton entourage, comment ils ont vu ça? Bien sûr. Alors, pour commencer par moi, qu'est-ce qui a été le moteur, tout simplement? Ça dépend, enfin, je pense que comme toute personne, on a un niveau d'importance qu'on apporte aux choses qui est différent. Il y en a certains qui, en fonction justement, qui peuvent varier tout au long de la vie, on va dire, mais un petit peu comme tout le monde, il y en a qui valorisent plus ou moins la sécurité, que ce soit en termes de logement, financière, alimentaire ou autre, qui peuvent se permettre justement, aussi, il y a des fois où par contrainte, justement, on est amené à prioriser telle ou telle chose. Moi, il se trouve qu'avec mon métier, j'avais un petit peu j'avais le luxe, en tout cas, de me poser la question de savoir
vraiment qu'est-ce que je voulais faire au plus profond de moi et comment je voulais occuper mes journées, tout simplement. Hein, qu'est-ce que je voulais développer, qu'est-ce que je voulais vivre comme expérience, tout simplement. Et moi, ce qui me plaisait beaucoup dans l'entrepreneuriat, enfin en tout cas quand j'ai mis un petit peu le doigt dedans, c'est que c'est un milieu en constante évolution où tu es amené à apprendre des tas de choses dans tout un tas de domaines. Le champ, en tout cas, des possibles a l'air assez vachement vaste, ou en tout cas quasiment infini. Tu es finalement obligé de faire plein de choses tout seul au démarrage, en tout cas, et du coup d'apprendre tout ce qui va avec. C'est ça, et c'est vraiment moi ce qui m'a plu derrière. Et c'est ce qui m'a mis les deux pieds dedans, c'était vraiment pour l'expérience, plus qu'autre chose. Parce que je sentais que sur un plan, ne serait-ce en termes de compétences, humainement, personnellement, que ça allait me faire grandir, tout simplement. Et avec du recul, avec le maigre bagage que j'ai, en tout cas jusqu'à maintenant, en tant qu'entrepreneur à temps plein, je vois... fier de ce que tu pensais. Oui, c'est ça. Je suis bien là où je suis actuellement. Et, franchement, c'est bien de pouvoir se dire ça. Carrément. Et du coup, ton entourage, ton épouse, ta famille, alors souvent c'est les parents qui ont dit « Mais que fais-tu, mon fils ?» C'est ça, exactement. Oui, les plus gros, ceux, je pense, qui ont mis le plus de réserves, en effet, c'était les parents, tout simplement. Parce que, bien sûr, ils ont vu tout ça, et puis c'est eux qui ont contribué justement à ce que je suis arrivé là où je suis arrivé, tout simplement. Donc voilà, au départ, ils se sont demandé, comme tout parent, je pense que c'est normal, est-ce que c'est une décision qui est mûrement réfléchie? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est pris sur un coup de tête en réaction à peut-être un inconfort qui est trop fort sur un moment ou des choses comme ça, tout simplement. Mais petit à petit, ils ont vu que le concept prenant de plus en plus, justement, que peut-être aussi le fait de voir que l'entreprise grandit et qu'on peut actuellement se dégager un petit quelque chose, on va dire, on est plus ou moins autonome financièrement actuellement, que c'est qu'ils peuvent lâcher un petit peu de lest et que... finalement c'est quelque chose de sérieux, c'est pas une envie passagère. C'est ça. Et là, ça y est, ils ont fait le switch, ils sont un peu plus confortables avec l'idée. Oui, c'est ça, ils commencent tout juste. Ça a pris du temps. C'est ça. Il y a eu pendant plusieurs mois, années où ils me disaient et ton activité d'OCO, tu y as pensé mais ça y est, ils commencent à... D'accord. Et ton épouse, elle, par contre Oui, elle m'a toujours suivi, on va dire, et puis on va dire, elle me questionnait un petit peu au début, mais elle s'est vite rendue compte, en tout cas, que si je faisais ça, c'était vraiment que ça venait d'une envie profonde. Et gérer, parce que tu nous as dit, tu as eu une petite fille en même temps que tu lançais l'entreprise. C'est ça. Gérer père de famille et entrepreneur, comment tu jongles aujourd'hui encore avec les deux? Parce qu'elle est encore petite, mais il y a encore beaucoup de besoins. J'ai eu de la chance, en tout cas, à ce que ça soit un bébé très facile au début, qui dormait beaucoup, on va dire. Donc, après, oui, c'est vrai que madame a pris beaucoup au début, en tout cas, compensé un petit peu pour moi. À chaque fois, c'était une orientation entre bébé qui était en phase d'éveil ou dès qu'elle dormait, je passais tout mon temps justement sur Foodis tout simplement. Et je pense que c'est ce qui m'a amené aussi à lâcher un petit peu de lest du côté de l'ostéopathie. C'est où je commençais à voir qu'elle grandissait justement, qu'il y avait de plus en plus d'interactions, des choses potentiellement à transmettre également, où je voyais que si je dégageais pas plus de temps d'un côté, je risquais de manquer, de passer à côté de quelque chose. Il y a des priorités aussi à définir. C'est ça. C'est un petit peu la chance que j'ai aussi, c'est que j'ai pas ce sentiment-là, même si j'ai combiné plusieurs choses en même temps, j'ai pas le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. C'est important. Au moins pas de regret. Oui, c'est ça. Effectivement. Okay. Alors, je voudrais quand même revenir maintenant sur la façon dont tu gères Foodis, parce que tu disais... avec les livreurs, il y a plus de 100 livreurs, il y a les restaurants partenaires, on a une petite équipe en stagiaire compris, 8-9 personnes, tu disais. Alors, gérer une équipe, on comprend, c'est le boulot de l'entrepreneur, il y a tout ce qui va avec, les contrats de travail, etc. Donc ça, c'est à peu près ça. Mais comment gérer une collaboration avec des gens qui sont et qui doivent le rester pour des aspects juridiques, etc., indépendants,
comment tu gères cette relation, comment tu crées cette communauté, comment tu assures faire en sorte que l'entreprise tourne en se reposant sur des gens qui ne dépendent pas de ton autorité immédiate. Ouais. Bah, comme tu l'as dit, c'est une gestion de communauté en fait, tout simplement. C'est que derrière, je pense que ce qu'on a réussi à faire, c'est transmettre des valeurs tout simplement. On a vraiment en fait, j'espère pas me fourvoyer en disant cela, mais on a dès le départ, on voulait instaurer quelque chose de bienveillant tout simplement, d'où le fait qu'on est très consultatif, que justement surtout avec les livreurs partenaires, on les voit toutes les semaines justement pour gérer justement tout ce qui est encaissement, et c'est un moment où il y a de l'échange, où on leur demande, c'est là où on recueille du feedback tout simplement, où on leur demande comment ça se passe sur le terrain, s'ils ont des retours, s'il y a des choses à améliorer justement, et globalement avec des petites actions comme ça, un contact humain qui est récurrent, des petites actions, on a fait des choses en commun. Je pense qu'on n'en a pas fait assez, mais on en a fait suffisamment en tout cas pour qu'ils voient vraiment qui on est, et pour qu'il y ait vraiment cet effet de communauté. Et il y a une relation personnalisée aussi avec chacun, et vous prenez le temps vraiment pour... Oui, c'est ça. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que c'est vraiment le monde est haut en couleurs, tout simplement. Donc, on a vraiment des gens de tout bord, et au final, on arrive à passer un moment et rigoler avec chacun. Et techniquement, comment vous procédez? Est-ce que vous avez une plateforme pour échanger avec tout le monde, rester informé régulièrement, ou est-ce que vous faites ça de façon plus informelle? On a un canal de communication par messagerie durant les créneaux de livraison, justement. Et puis après, on a un groupe sur les réseaux sociaux, justement, où on peut échanger. Simple mais efficace. C'est ça. Et alors là, la communauté a quand même grandi assez rapidement, parce que vous avez lancé en 2020, vous avez 2 ans après plus de 100 livreurs. C'est venu d'un coup, c'est monté graduellement, mais à un rythme assez constant? Ça a suivi justement l'évolution de la volumétrie de Foodies en termes de commandes, tout simplement. D'accord. Et au-delà de cet aspect-là, vous êtes lancé sur un marché assez nouveau, une industrie assez nouvelle. Ça, c'est aussi une autre aventure pour toi, j'imagine, en plus de tout le reste. Comment tu as vécu d'être un peu ce pionnier d'un nouveau marché, de la relation avec les institutions, de tout ça? Ça doit être beaucoup quand même apporté. Comment tu as combiné tout ça? Disons que ça s'est fait parce que j'ai pas eu vraiment cette impression, en tout cas d'avoir eu ce côté novateur ou pionnier ou autre, parce que tout s'est passé tellement vite qu'il fallait le faire à tel ou tel moment. Et puis voilà, tout s'est enchaîné en fait de manière naturelle. C'est marrant, quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que tout s'est fait de façon vraiment très fluide, que l'idée est arrivée, ça a commencé tranquille. On a vraiment l'impression de ce sentiment de bien-être et de calme en fait qui vient avec toi. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, ou c'est ta personne qui fait ça? Quel est le secret de cette attitude? C'est parce que je suis calme de nature en effet, mais quand on l'a lancé, c'était pas du tout comme ça. J'ai l'impression d'avoir pris un train un petit peu en route et de m'accrocher tant bien que mal. Je pense que si on devait garder une image, c'est typiquement ça. Voilà. Il fallait s'accrocher au train, on va dire, et puis en fait tout s'est enchaîné parce qu'on a pu serrer les dents justement et mettre en place les choses qu'il fallait au moment où il le fallait. Et puis j'oublie pas justement mon super associé pour le coup qui a eu une expérience lui dans le milieu de la start-up et des plateformes en métropole, et qui a mis justement les bases qu'il fallait pour que tout s'imbrique comme il fallait. Et est-ce que ça t'a beaucoup aidé, toi, dans ton expérience, d'avoir quelqu'un qui venait te soutenir comme ça? Énormément. Indépendamment de la compétence, c'est aussi le fait qu'on soit deux, justement. Partager la charge. Partager la charge à deux, c'est quelque chose de totalement différent. Ça permet justement de répartir la charge, d'avoir quelqu'un avec qui échanger, rebondir sur telle ou telle idée, et prendre, on l'espère, la meilleure décision possible après. Effectivement. Mais clairement, j'ai l'impression que ta personnalité a aidé aussi à faire en sorte que les choses se passent bien. Je pense, j'espère. En tout cas, avec du recul, je pense que je suis plus ou moins résilient, on va dire.
Et oui, voilà, le fait qu'auparavant j'ai pu avoir des outils pour gérer le stress ou la charge de travail ou autre a pu m'aider. Ouais, j'allais demander justement, est-ce que tu réutilises des choses que tu as appris en médecine dans ta vie d'entrepreneur, des leçons apprises ou des enseignements que tu as eu à l'époque c'est plutôt l'écoute empathique, on va dire, qui est utile en termes de management, qui est utile aussi maintenant sur du commercial, tout simplement. Les nouvelles formes de management, ou même tout ce qui est nouvelles formes on va dire, de technique ou autre, s'oriente plus vers la considération de la personne, l'empathie justement, plus que vers quelque chose que l'on impose justement à ton équipe ou à ton partenaire commercial. Donc l'habitude de traiter avec les patients, d'écouter, de bien comprendre leurs problématiques, peut-être d'aujourd'hui pour avancer avec les partenaires. Je pense. D'accord, super, excellent. On va faire une deuxième pause et on va parler du futur juste après ce petit break. Clairement. Et nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de cet épisode des Pacific Buzz, toujours en compagnie de Cédric dans les beaux locaux de Foodies à Papeete. Alors Cédric, question traditionnelle des Pacific Buzz, je vais te poser 3 questions rapides, tu me réponds optimiste, pessimiste et on développe après pourquoi tu as répondu ça. Ok, alors première question, ton futur personnel, optimiste, pessimiste? Optimiste. Le futur de ton entreprise? Optimiste. Ouais. Et le futur du Fénois? Pessimiste. Ouais. Pessimiste, ok. Alors on va reprendre les trois l'un après l'autre, donc personnel, optimiste. Oui. Parce que personnel, optimiste, parce que je pense que j'ai trouvé un certain équilibre en termes d'un équilibre personnel avec la vie de famille, la vie de couple, et un équilibre professionnel justement. Parce que je vois que c'est intimement lié aussi avec la santé de l'entreprise forcément, mais je vois que en termes de tout ce qui est besoins primaires sont plus ou moins comblés actuellement, et puis je me sens suffisamment bien au quotidien, je n'ai pas de fatigue qui traîne pour pouvoir me projeter dans l'avenir et être au bon endroit au bon moment. C'est ça. C'est bien. Futur de l'entreprise, donc c'était optimiste avec un petit moment de réflexion. Oui, optimiste parce que forcément on a plein de projets actuellement. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. On n'a pas peur de se mettre entre guillemets, on va pas dire en danger, mais voilà, mettre en place ce qu'il faut, se donner les moyens pour tester d'autres pistes, parce qu'on pense qu'il y a plein de choses sympas à faire pour le film actuellement, quoi. Ouais. Donc optimiste, mais avec de la prévision et de la stratégie, quoi. C'est ça. Ouais. Voilà. Avec avec de l'implication et du travail à fournir. Bien sûr. Ouais. Et donc pessimiste pour le futur des Fénois? Oui, pour plein de raisons différentes, mais notamment, on en parle de plus en plus, mais par rapport au climat, notamment, tout simplement, où on le voit, comme tout, il y a un petit biais de normalité qui s'installe, où on a de plus en plus de voyants qui s'allument, mais rien qui n'est fait, mais à toute échelle, ça s'applique à l'échelle de la personne, des entreprises privées, comme des institutions publiques. Voilà, tout simplement. Je pense que, comme tout, il faudra attendre qu'il y ait vraiment une catastrophe ou des preuves concrètes pour qu'il y ait vraiment des choses qui commencent à bouger. Ouais. Et alors, comment tu inscris du coup le futur de l'entreprise dans cette perspective où tu te dis il y a quand même de gros challenges qui nous font face, mais on a envie quand même de développer, on a envie d'essayer des choses, on a envie de... Tu nous disais, il y a des opportunités quand même. Donc, Oui, c'est ça. Nous, en fait, on a, comme beaucoup d'entrepreneurs modernes, on a vraiment envie de développer des entreprises qui nous correspondent justement avec nos valeurs ou autres. Et disons qu'après, en fonction des ressources que l'on a ou autres, on peut se permettre justement de faire telle ou telle chose, quoi. Donc c'est un petit peu l'idée, quoi, en fonction de là où on sera, des capacités qu'on aura. Peut-être qu'à notre échelle, on pourra commencer à mettre en place des choses aussi qui vont un petit peu plus en faveur de ce côté-là aussi. Alors justement, est-ce que vous avez déjà des idées, des projets pour
marquer cet engagement, notamment environnemental, cette valeur importante pour vous? On a quelques idées, mais rien de bien concret, on va dire, ou de suffisamment réfléchi pour le partager. Ça, vous démarrez pour le moment, ça fait beaucoup agir en même temps aussi, j'imagine. C'est ça. Mais c'est quelque chose qu'on ne perd pas de vue et qui reste un coin de notre tête. Est-ce que c'est quelque chose que vos livreurs aussi vous demandent? Parce que vous sentez que c'est quelque chose, ça fait partie des discussions, ou pour eux c'est pas nécessairement? Pas spécialement, non. C'est pas encore sur la table. Pour l'instant la relation est vraiment sur l'intérêt que chacun trouve à collaborer, plus qu'à participer à autre chose. C'est ça, sur cet intérêt et puis plus sur le vécu aussi sur le terrain que sur des choses, on va pas dire un peu plus abstraites, mais qui peuvent paraître moins évidentes. Alors du coup, petite question d'anticipation. Dans 10 ans, Foodies ressemble à quoi? J'aime bien partir sur les temps. C'est ça, c'est tricky encore. Non, mais disons qu'après, Foodies dans 10 ans, je pense que ça serait une des grosses entreprises digitales du Finnois, on va dire, et qui offre tout un tas de services, toujours dans le domaine digital, aux Polynésiens, justement, pour leur faciliter la vie au quotidien. Est-ce qu'on peut penser un jour Foodies qui se développe un peu comme le fait Uber ou toutes ces entreprises qui démarrent en faisant un type de service? Alors vous, c'est de la livraison, eux c'était du taxi, mais qui font du coup de la livraison de nourriture, ou d'autres services de livraison de courses, de machin, etc. Est-ce que c'est des choses qui trottent dans votre tête à un moment ou Oui, bien sûr. Après, c'est un petit peu la voie que l'on prend actuellement. On a commencé à se diversifier et proposer justement des commerces à la livraison. Mais ce que l'on veut, oui, en effet, c'est vraiment proposer tout un tas de services en gardant cet esprit de collaboration. Ça va être vraiment le trait d'union entre différents intérêts ou différents besoins. C'est ça, ou la porte d'entrée vers tout un tas de services. Alors, on n'en a pas parlé au démarrage, mais on va en parler avec la perspective du futur aussi. Mais est-ce que vous avez des réticences de certains potentiels? Vous n'avez pas vraiment de concurrents, mais de certains qui pourraient vous voir comme des concurrents, qui pourraient vous voir comme potentiellement marchand sur leur plate-bande. Comment vous anticipez tout ça pour le développement futur, justement? Eh bien, c'est pour ça que oui, on l'a toujours en tête, surtout dans un marché aussi petit que la Polynésie, justement. Et c'est pour ça que nous, on a à cœur, en fait, notre ligne directrice jusqu'à maintenant, ça a toujours été offrir la meilleure qualité de service possible. Enfin, ça paraît bateau un petit peu quand on le dit comme ça, mais c'est vraiment cela. Chez nous, ce qui prime avant tout, c'est le service client et l'expérience client. Donc c'est ce qu'on dit à l'équipe. Quand il y a une situation ou autre, si tu te demandes globalement quelle est la conduite à tenir, prends toujours le parti justement de qu'est-ce qui va donner la meilleure expérience à celui qui fait appel à nos services, tout simplement. Et donc je pense que les gens l'ont bien compris justement, et c'est ce qui fait qu'on a eu jusqu'à maintenant plusieurs, comme tout ce qui marche à peu près en Polynésie, il y a toujours des gens qui essaient de répliquer un petit peu tout ça, mais c'est ce qui fait que je pense que les gens sont tout de même attachés à nos services, justement, parce que maintenant on a été par rapport à la philosophie, j'ai eu l'occasion récemment de voir des sacs Uber Eats, j'étais assez surpris par ça. Ça, pour la petite histoire, c'est un fournisseur qui a fait venir des sacs ici, qui voulait faire venir des sacs de livraison, justement, parce qu'il y avait de la demande avec les différents confinements ou autres, mais il y a eu une erreur d'approvisionnement et ils ont été floqués. D'accord. Voilà. D'accord, donc c'est pas un concurrent, c'est pas Uber Eats qui a vu Foodies et s'est dit oulala, il faut vite que je m'implante. Pas du tout. Enfin, je pense que c'est tellement petit à l'échelle du globe. Quoique, on sait jamais. Ok, Cédric, ma dernière question. Il y a des gens qui t'écoutent, qui écoutent cet épisode, qui découvrent ton esprit d'entrepreneur, ton entreprise. Si tu avais un message à partager avec eux, une idée que tu aimerais qu'ils retiennent de cette conversation qu'on a eue tous les deux, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Moi, ce que je crois, si j'avais un conseil à donner, ça serait vraiment ne pas hésiter à se poser les bonnes questions, on va dire. Enfin, non pas
rebondir par rapport à cela, c'est que souvent on est pris soit par le rythme de la vie ou par des croyances, des a priori, des choses comme ça, qui font que soit on ne s'arrête pas pour faire un point justement sur sa vie, soit on n'est pas suffisamment franc avec soi-même pour aboutir aux bonnes conclusions justement. Et pour être pleinement aligné avec soi, ça vaut le coup en tout cas de soit s'arrêter, soit se regarder dans le miroir justement pour y voir le plus clair possible. Faire le diagnostic. Un petit peu. Je pense que je me dépasse, je me détacherai jamais de ce background médical en tout cas, mais c'est utile. C'est ce qui fait ce que je suis aussi. Quoi. Absolument. Mais pour autant, Cédric aujourd'hui c'est l'entrepreneur et c'est plus le stop. Oui, c'est ça, avec tout de même, je pense, ce côté un petit peu soignant qui m'accompagne. Okay. Écoute, en tout cas, Cédric, prends soin de toi, du coup, et prends soin de cette belle entreprise que tu as créée, et puis bonne continuation pour la suite de ton développement. Merci beaucoup, et puis prends soin de toi également. Merci. Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré dans les locaux de Foodies à Papeete en compagnie de son fondateur Cédric Chan. Le modèle de Foodies est unique en Polynésie et nous rappelle que l'entrepreneuriat ne s'arrête pas à un format spécifique, à un modèle spécifique. Le modèle de partenariat créé par Cédric a permis d'ouvrir des opportunités à de nombreuses personnes et son entreprise s'inscrit plus comme un intermédiaire support qu'un point de centralisation de certaines activités. Mais cela n'est-il pas au final le rôle de l'entrepreneur de faire le lien entre différents intérêts, de faciliter les connexions pour faire avancer les projets et développer de la richesse pour tout le monde? Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur tes réseaux sociaux ou à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!